Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a plus de 24 ans au Japon. Et c'est une affaire quand même assez frustrante. Frustrante parce que le tueur a littéralement laissé tout ce qu'il pouvait laisser derrière lui, son sang, son ADN, ses empreintes digitales, ses vêtements et même ce qu'il avait mangé la veille. Et malgré ça, après 24 ans et plus de 246 000 enquêteurs mobilisés, personne n'a la moindre idée de qui il est. Avant de commencer, si vous êtes fan de ce genre d'histoire-là, des fois des histoires un peu sombres, un peu étranges, bref, vous êtes au bon endroit. J'essaie de raconter tout ça dans un format narratif le plus intéressant possible. Et c'est pas mal le seul type de contenu que je fais jusqu'à maintenant. Je vais essayer de poster des fois peut-être 2-3 fois semaine, des fois ça va être une fois semaine, ça va dépendre du temps que je peux accorder à YouTube. Le 30 décembre 2000, à Tokyo, le monde entier se prépare pour le passage à l'an 2001. Dans le quartier résidentiel assez tranquille de Setagaya, il y a une famille japonaise qui vit une journée complètement ordinaire. La famille Miyazawa. D'abord, on a Mikio, 44 ans, sa femme Yasuko, 41 ans, et leurs deux enfants, Nina, 8 ans, et Rei, 6 ans. Ils passent l'après-midi à faire des courses dans une galerie marchande qui est tout près de la gare. Et Miko travaille pour une société de conseil qui est d'origine étrangère, où il s'occupe de développement d'identité d'entreprise. Dans sa jeunesse, il était passionné par l'animation, aussi le théâtre de marionnettes. Yasuko, elle, gère une école de soutien scolaire, ce qu'on appelle un juku au Japon, et elle fait ça directement depuis leur maison. Nina prend des cours de piano, elle fait du ballet, et Rei, il va à la maternelle publique, donc tout ça, c'est une famille normale, sans histoire. Et le soir du 30 décembre, ils rentrent chez eux, ils partagent un repas ensemble, regardent un peu la télévision, juste un petit moment tranquille, en famille, à la veille du Nouvel An. Le quartier isolé de leur maison se trouvait dans une situation, disons, assez particulière. Le quartier de Kami Soshigaya était en pleine transformation à ce moment-là. Et en 1990, quand les Miyazawa avaient emménagé, il y avait environ 200 foyers dans le secteur. Mais la ville avait lancé un programme d'expropriation pour agrandir le parc métropolitain de Soshigaya. Et au moment du crime, en l'an 2000, il restait plus que 4 maisons à ce moment-là. 4. Donc la maison des Miyazawa était bordée au sud et à l'est par le parc. À l'ouest, il y avait une petite rivière qui s'appelait la rivière Senkawa. Puis au nord, il y avait une espèce de terrain de baseball de l'université Komazawa. Tout ça pour dire qu'ils étaient complètement isolés. Très peu de voisins et très peu de chances qu'un bruit suspect soit entendu ou qu'une activité bizarre soit remarquée. Mais c'est un détail qui va être crucial pour la suite. Le lendemain matin, le 31 décembre, vers 10h40, Haruko, la mère de Yasuko, vivait dans une des rares maisons voisines, commence à s'inquiéter. Elle essaye d'appeler plusieurs fois sa fille, mais pas de réponse. Donc, elle décide d'aller voir sur place. Et là, elle sonne à la porte, il n'y a rien, sonne encore, toujours rien. Finalement, elle utilise son double de clé pour entrer à l'intérieur. Et là, elle découvre une scène d'horreur absolue. Et sa fille Yasuko, son gendre Mikio et ses deux petits-enfants Nina et Rei qui sont tous morts, assassinés. Les enquêteurs du département de la police métropolitaine de Tokyo arrivent sur place et commencent à essayer de reconstituer les événements. La première question qu'il se pose, c'est comment le tueur est rentré, d'abord. Il conclut qu'il s'est introduit par une fenêtre de la salle de bain qui était située au 2e étage. Il y aurait techniquement eu un niveau de mezzanine entre le 1er et le 2e étage. Et cette fenêtre-là donnait directement sur le parc Soshigaya. La moustiquaire avait été retirée et gisait sur le sol à l'extérieur. Il y avait des empreintes de pas qui étaient visibles dans la boue sur le terrain. Donc, le tueur a dû escalader une clôture métallique de 1,8 mètres de haut, puis se hisser en s'aidant d'un climatiseur qui était fixé au mur. Ce qui suggère que c'était définitivement quelqu'un d'assez athlétique, ou du moins capable de grimper, d'escalader un mur. Et c'est là que ça commence à devenir, disons, un petit peu plus troublant. Donc, le tueur, il rentre dans la maison. Ensuite, il monte au 2e étage. Et là, il rentre dans la chambre de Rei, le petit garçon de 6 ans. Et il l'étrangle à main nue, silencieusement. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bruit. Et le petit Rei est retrouvé dans son lit, comme s'il s'était simplement endormi. Et ce mode opératoire initial-là, silencieux et discret, suggère que le tueur voulait peut-être éviter d'alerter le reste de la famille. Mais ça ne pouvait pas durer. Mikio, le père, il entend quand même quelque chose. Il monte l'escalier qui mène du 1er au 2e étage pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il tombe sur le tueur. Et là, tout bascule. Il y a une lutte violente qui éclate. Et, le tueur avait apporté son propre couteau. Un couteau avec une lame longue, une lame fine, qui est normalement utilisé pour découper du poisson. Donc, c'est pas vraiment adapté pour poignarder quelqu'un. Mikio se bat, évidemment, il se bat pour sa vie. Et le tueur le poignarde à plusieurs reprises.
et au corps, à la tête. La violence est telle que la lame du couteau finit par se casser. Il y a un fragment qui reste même logé dans le crâne de Mikio. Et pendant cette lutte, le tueur se blesse à la main, probablement sur sa propre lame. Et Mikio est retrouvé au pied de l'escalier, mort. Après avoir cassé son arme, le tueur descend au premier étage, il rentre dans la cuisine, il prend un autre couteau de la famille, un couteau Santoku, un couteau de cuisine assez standard. Ensuite, il remonte et Yasuko et Nina, qui, eux, à ce moment-là, étaient réfugiés dans le grenier qui était accessible par une échelle depuis le deuxième étage qu'il fallait descendre. Et c'est probablement la dernière tentative désespérée de Yasuko pour protéger sa fille. Le tueur monte dans le grenier et il les poignarde toutes les deux à mort. Ce qui est le plus triste, c'est que Yasuko est retrouvée dans une position qui suggère qu'elle tentait du mieux qu'elle pouvait de faire un genre de bouclier avec son corps pour protéger sa fille Nina jusqu'à la fin. 4 personnes, une famille entière, complètement anéantie en une seule nuit. La police estime que tout ça s'est passé dans un laps de temps relativement court, assez tard dans la nuit du 30 décembre ou même très tôt le matin du 31. Probablement entre 11h et minuit que tout ça s'est passé. Voilà. Maintenant, on arrive à la partie qui n'est pas la plus troublante, mais peut-être le plus bizarre de cette affaire-là. C'est parce que le tueur, après avoir assassiné la famille au complet, il s'enfuit pas. Il reste. Les enquêteurs estiment qu'il est resté dans la maison entre 2 et 10 heures après avoir commis les meurtres. Et pendant ce temps-là, il fait des choses complètement incompréhensibles. Ce qu'il a fait pendant les heures qui ont suivi ça, il ouvre le réfrigérateur, il mange 4 pots de crème glacée, mais pas avec une cuillère. Apparemment, il utilise ses doigts. Ensuite, les récipients vides de crème glacée, il les abandonne un petit peu partout dans la maison. Il mange même aussi une petite partie d'un melon. Il boit plusieurs bouteilles de thé d'orge. Ensuite, il va utiliser l'ordinateur personnel de Mikio, même qu'à 1h18 du matin, alors que les 4 corps sont encore chauds dans la maison. Il se connecte à Internet. Il consulte le site web de la compagnie théâtrale Shiki, puis ensuite celui de l'université de Keio. Donc la session dure environ 5 minutes. Ensuite, il utilise les toilettes au 2e étage et tire même pas la chasse d'eau, ce qui va fournir aux enquêteurs un échantillon de matière fécale. L'analyse révèle qu'il avait mangé des haricots verts et des graines de sésame pendant son repas la veille, mais rien de plus. Ensuite, le tueur fouille les tiroirs. Il trouve des documents de travail liés au travail de Mikio. Il déchire même certains papiers, il en jette certains dans la baignoire. On s'appelle les blessés à la main durant la lutte avec Mikio. Donc, il utilise la trousse de premier secours de la famille pour se soigner. Il laisse des bandages ensanglantés un petit peu partout. Il essaie même d'utiliser des serviettes hygiéniques pour arrêter le saignement. Ensuite, il se change, il enlève ses vêtements ensanglantés, il les pile soigneusement, puis les laisse tout simplement dans le salon. Il enfile même apparemment des vêtements de Mikio avant de quitter les lieux. Il y a certaines sources qui suggèrent même qu'il aurait peut-être fait une sieste sur le canapé. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit du tueur, après avoir massacré une famille entière, ils restent dans leur maison pendant des heures, ils mangent leur nourriture, ils se soignent, ils se changent, peut-être même fait une sieste selon les rumeurs. Donc, c'est le genre d'histoire qui prend un tournant complètement surréaliste et étrange. Une autre chose qui rend cette affaire-là absolument unique et même totalement frustrante, c'est que le tueur a laissé derrière lui ce que les enquêteurs japonais ont appelé une Takara no Yama. Je vais le décider bien ça. Ouais, c'est une Takana Yorama. Takara no Yama. Bref, au total, il y a plus de 12 545 pièces à conviction qui ont été collectées sur la scène de crime. 12 545. Il a laissé son sang, ses empreintes digitales, son ADN, ses cheveux, ses excréments et la quasi-totalité de sa tenue vestimentaire. Normalement, avec cette quantité de preuves-là, la police réussit à identifier un suspect en quelques jours, mais là, 24 ans plus tard, toujours rien. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il a laissé sur place, j'essaie de trouver les photos pour tout, mais on parle d'un air jacket de chez Uniqlo, de taille large. Et c'est assez inutile parce que c'est un vêtement assez populaire au Japon. Ensuite, il y a un sweatshirt un peu plus rare qui était peut-être une bonne piste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Il y en avait juste 10 qui avaient été vendus à Tokyo, là, dans 4 magasins spécifiques d'une chaîne japonaise. Ensuite, la police a réussi à trouver seulement 12 des 130 acheteurs à l'échelle nationale. Ce qui veut dire que ce sweatshirt-là devrait normalement permettre d'identifier le tueur, mais non, ils n'ont pas été capables. Des chaussures qui racontent une histoire encore plus impossible. Et là, ça devient encore plus étrange. C'est les empreintes de pas retrouvées correspondaient à des chaussures de la marque sport, d'une marque sport britannique, Slazenger, une pointure 27,5 cm en taille japonaise, ce qui vaut à peu près à 280 en Corée du Sud. Donc là, il y a un petit problème avec ça, c'est que ces chaussures ont été fabriquées en Corée du Sud.
Il y a 4530 paires qui ont été produites entre 1998 et 2000. Mais cette pointure spécifique-là, le 27,5 cm, n'a jamais été commercialisée sur le marché japonais. Ce qui veut dire que le tueur, soit a acheté ces chaussures-là en Corée du Sud, soit il les a obtenues par un canal d'importation non officiel. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'il les a certainement pas achetées dans un magasin ordinaire du Japon. Le tueur avait aussi une sacoche, un genre de hip bag, là, un sac banane. Et dans cette sacoche, les enquêteurs ont trouvé des traces de sable. Ils ont fait une analyse minéralogique assez poussée pour déterminer d'où venait ce sable-là. Le résultat, le sable provenait du désert du Nevada, plus précisément dans la région de la base aérienne d'Edwards, en Californie. Et là, tout le monde se pose la même question. Comment du sable d'une base militaire américaine se retrouve-t-il dans la sacoche d'un tueur au Japon? C'est une question à laquelle la personne n'a de réponse satisfaisante jusqu'à ce jour. Le couteau à sashimi que le tueur avait apporté avait été acheté dans la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo. Donc, ça, c'est assez local. Il y avait même un parfum, il y avait des traces de dracar noir de Guy Laroche, qui est un parfum français qui était populaire dans les années 1980 et 1990. Ce parfum-là a été détecté sur plusieurs objets, dont la sacoche et des mouchoirs. Et donc, tous ces indices-là pointent dans une direction différente. On a le Japon, on a la Corée, les États-Unis et l'Europe. Et ces empreintes digitales n'ont correspondu à aucune entrée dans les bases de données criminelles japonaises. Et non plus son ADN, évidemment. Donc, ce qui veut dire qu'il n'avait pas de casier judiciaire, du moins au Japon. Et d'après les vêtements et les traces, cet individu-là mesurerait environ 170 cm. Il est aussi qualifié comme étant quelqu'un peut-être de mince, avec un tour de taille assez petit. Donc, et la police pense maintenant qu'il était jeune au moment des faits, possiblement entre 15 et 22 ans. Il correspondrait à un style de vie étudiant. Apparemment qu'il y avait des traces d'encre de surligneur dans sa poche. Probablement droitier. Peut-être les cheveux noirs ou brun foncé, groupe sanguin A. Bref, il y avait beaucoup d'informations, mais qui mènent nulle part. Là, la police se questionne est-ce que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Après 24 ans d'enquête, voici les principales théories. La première hypothèse, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Le tueur entre par effraction et est découvert, là, il panique, il tue toute la famille. Le problème, c'est le comportement post-meurtre, colle pas vraiment. Un cambrioleur qui panique, va pas rester nécessairement des heures sur place à manger de la glace, à aller sur Internet. Ça serait un peu douteux. Il y a une autre théorie qui dit que c'est peut-être un conflit avec des skateboarders, comme quoi il y avait un parc à côté de la maison. C'est un lieu de rassemblement pour les jeunes, notamment des skateurs. Il paraît que Mikio se serait plaint du bruit qui était généré par les skateurs près de sa maison. Donc peut-être qu'un jeune a décidé de se venger. Ça pourrait expliquer le profil physique, un jeune, athlétique, capable d'escalader. La police, évidemment, a cherché à interroger spécifiquement des personnes qui faisaient du skateboard dans le parc à cette période-là. Mais encore une fois, c'est une théorie qui explique pas vraiment la dimension internationale des indices. On parle du sable du Nevada, les chaussures coréennes, une pointure qui n'était pas vendue au Japon, un ADN maternel qui était d'origine européenne. Donc ça devient difficile. Quoique un étudiant étranger ou un étudiant qui se promène, ça pourrait expliquer. Mais la troisième théorie, et c'est elle qui parvient à relier le plus d'éléments, c'est que le tueur est un ressortissant étranger, possiblement lié à l'armée américaine ou sud-coréenne. C'est une des explications qui fait un petit peu plus, qui tient tout ça ensemble un petit peu plus. Le sable de la base aérienne d'Edwards, les chaussures fabriquées en Corée, le profil ADN mix père est-asiatique et mère européenne. Peut-être un militaire américain d'origine mixte qui est stationné au Japon ou en Corée, ou un membre de sa famille, peut-être son enfant, son garçon ou sa fille. Ça pourrait correspondre. C'est une personne qui aurait pu voyager entre tous ces pays-là, avoir accès à des bases militaires et potentiellement quitter le Japon après le crime sans passer par les contrôles d'immigration civile normaux. Mais c'est aussi une piste qui reste largement spéculative. Et selon l'info que j'ai eue, apparemment qu'il n'y aurait eu aucune enquête qui aurait été faite sur le personnel militaire à ce moment-là. Cette affaire-là a profondément marqué le Japon, on comprend pourquoi. Ça a aussi brisé le sentiment de sécurité des habitants dans le quartier résidentiel. Donc l'idée qu'une famille puisse être massacrée dans sa propre maison par un inconnu, évidemment, ça instille une peur durable qui, encore à ce jour, laisse les gens perplexes dans ce coin-là. Il y a même une récompense de 20 millions de yens, qui est environ peut-être 125 000 euros, pour toute information qui pourrait mener à l'arrestation du coupable. La maison Miyawaza est restée debout pendant près de 2 décennies. Elle était préservée comme une scène de crime et a finalement été démolie. Il y a plus de 246 000 enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire-là au fil des années. C'est énorme. Il y a 12 545 pièces à conviction. Il y a un profil ADN complet, des empreintes digitales, des échantillons biologiques. Et pourtant, rien du tout.
Et aujourd'hui, l'espoir de résoudre enfin cette affaire-là repose, comme beaucoup d'autres affaires comme ça, sur les avancées de la science. Donc peut-être un jour, le phénotypage ADN pourrait permettre de reconstituer un portrait robot du visage du tueur à partir de tous les échantillons qui ont été conservés. Et même une coopération internationale assez accrue du partage des bases de données ADN pourrait permettre de trouver une correspondance pour ce profil génétique-là. Mais pour l'instant, le fantôme de Setagaya reste exactement ça, un fantôme. Un homme qui a laissé tout derrière lui, sauf son nom et son identité.